disponibles pour les personnes qui seraient intéressées à les avoir. Bonjour à tout le monde. Je suis Rosia Kim. J'utilise les pronoms elle et elle et je suis une des membres du personnel. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons plus de 200 personnes ici et notre conversation va tourner autour. Nous sommes très heureuses qu'il y en ait autant de monde qui se sont joints à nous aujourd'hui. Nous allons aussi parler justement du rapport qui a été justement délivré en date du 23 novembre. Et il a été écrit par le docteur Mandy Green, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Ceci a été justement les fonds qui ont permis de pouvoir avoir accès à cette étude, nous ont permis de pouvoir étudier. Alors, avant que nous commencions, je voulais justement partager quelques petites choses. Le panel sera en anglais. Nous avons l'interprétation en français. Pour pouvoir entendre l'interprétation, vous allez vous allez regarder au bas de votre écran et vous pourrez sélectionner la langue de votre choix. Nous aurons quelques minutes pour répondre à vos questions à la fin. Donc, s'il vous plaît, nous envoyez vos questions en utilisant l'option des questions et réponses. Si vous cliquez directement sur les trois petits points, vous allez pouvoir justement voir cette option. Et si vous avez des soucis techniques, quels que soient qu'ils soient, n'hésitez pas à contacter un des membres de notre équipe et nous ferons de notre mieux pour pouvoir vous répondre au plus vite. Et si vous êtes justement un membre de l'association des professionnels de loin, vous savez que vous pouvez y avoir. Aujourd'hui, nous avons 1h30 et nous commençons à 4h30. Nous terminons donc aux alentours de 18h30. Alors, je vais tout simplement commencer avec une introduction rapide. Ensuite, nous aurons aussi la présentation du docteur Mindy qui nous parlera de son rapport. Et enfin, nous aurons aussi une discussion du panel avec Kate comme modératrice. Et nous aurons, comme à la fin, comme je l'ai mentionné, nous aurons un moment où vous pourrez aussi poser des questions. Alors, qu'est-ce qui nous emmène aujourd'hui à cette discussion? Je veux d'abord commencer par situer notre discussion. Alors, je voudrais préciser que aujourd'hui, je travaille de Toronto sur le territoire du peuple autochtone Anishinaabe, une nation de nations et d'autres nations comme Anishinaabe. Et je reconnais justement que ces terres sur lesquelles nous nous situons sont justement, ont été obtenues, n'ont pas été cédées et ont obtenues, et que nous devons respecter le, le fait que celui-ci n'a pas été fait, a été fait sans consentement. Et pour nous, c'est important que nous continuions justement à voir comment ces systèmes peuvent être. Et nous pensons que il n'y a pas de meilleure façon de pouvoir imaginer justement une meilleure justice sans mentionner que particulièrement au cours de cette discussion. Au cours de notre discussion, nous allons justement voir comment est-ce que nous pourrons continuer à travailler sur ceci, en incluant aussi justement le droit des personnes ayant vécu des moments difficiles pour leur permettre de pouvoir passer au travers de la transition de survie.
Euh, Justement, au travers du travail que nous faisons, nous continuons justement à travailler sur des changements positifs et malgré cela, les survivantes continuent de signaler que le système de justice pénale ne leur favorise pas et continue à les traumatiser davantage. En général, le processus pénal ne tient pas compte justement de ces traumatismes et malgré quelques bris. Les survivantes sont souvent soumises à des interrogatoires qui peuvent être intrusifs et le processus pénal est long et peut durer des années. On ne peut donc pas rendre justice sans parler des survivantes qui passent au travers de ce système. Et pour les survivantes, il est important qu'il y ait aussi un certain contrôle sur le processus pénal, car elles ne sont pas directement, elles n'en font pas partie directement. Il est également important de reconnaître que les survivantes ne forment pas un groupe monolithique. Elles proviennent de milieux et d'histoires différentes. Elles peuvent se heurter à des obstacles systémiques, multiples et variés, y compris la criminalisation, par exemple, si vous êtes noir, autochtone, racialisé, et si vous êtes travailleuse du sexe. Les relations donc que les survivantes entretiennent avec leurs agresseurs sont souvent diverses. Tous ces facteurs contribuent à la réalité d'être une victime dans le système, selon justement ce rapport. Et les rapports de Statistique Canada parlent de 6% des agressions sexuelles qui ont été signalées à la police. Et pour cela, la solution doit commencer par une réflexion sur le besoin et le souhait des personnes survivantes, mais aussi au travers de la garantie de pleine participation au processus qui leur convient. Alors maintenant, je voudrais vous présenter à Dr Mendy, qui va justement nous parler de ce rapport. Alors, le Dr Mendy Gray, elle a été impliquée dans plusieurs activités d'anti-violence. Elle continue à travailler justement sur ces projets. Elle est aussi la co-auteure justement du livre Suing for Silence, Poursuivre pour le silence. Elle, elle est aussi co-autrice du rapport donc de livre Avenue de justice. Le docteur Jessica est et c'est aussi sur les conséquences de les incarcérations, mais aussi sur l'aspect décolonisateur de ce système. Et je voudrais remercier le docteur Gray. Merci, je suis désolée. Je vais justement partager mon écran. Donc, si vous pouvez juste me donner une petite minute pour pouvoir me permettre de pouvoir vous partager mon écran. Tout simplement pour pouvoir vous présenter justement sur quoi nous avons pu travailler. Alors, j'espère que vous pouvez voir la présentation. Je suis Mandy Gray et j'ai écrit ce rapport en collaboration avec Jessica Evans. Et justement, le rapport est venu d'une initiative où nous voulions, pour pouvoir avoir des, des venues où nous pourrions parler, un espace où nous pourrions parler justement des différentes problématiques qui existent. Et vous allez aussi entendre nous avons eu travaillé aussi avec Kate, que vous allez entendre dans quelques minutes. Et c'était justement de pouvoir avoir une perspective où nous avions accès à cela, hein, mais tout particulièrement pour justement pouvoir travailler dans un espace où on parlait des violences basées sur le genre qui étaient faites pour les personnes qui étaient dans un milieu carcéral. Alors, l'une justement des différentes perspectives que nous avons pu observer, et pourquoi est-ce que le rapport était spécifiquement justement porté sur l'Ontario? C'était parce que nous voulions voir, observer et pouvoir faire un comparatif avec le reste du Canada. Alors, pour ceux qui ne savent pas justement qu'est-ce que c'est la justice restaurative, alors je voulais juste, ou transformative, je voulais justement rapidement parler
de cette justice et de cette forme de justice que nous sommes, pour laquelle nous faisons une promotion. Alors, c'est très important de pouvoir reconnaître qu'il y a justement une histoire qui est très distincte par rapport au système de justice, mais aussi et sur lequel ces fondements sont faits. Et pour tous les partis qui sont impliqués, nous savons que pour les personnes qui ont subi, tout comme ceux qui ont fait subir, tout particulièrement lorsque l'on observe justement les pratiques de justice et que certaines de ces principes pourraient être impliqués ou utilisés dans notre système, nous voulions justement nous assurer qu'au travers de ces systèmes, puissent se joindre dans un système de justice qui serait plus représentatif et que au travers justement d'une justice transformative, c'est que les rapports ou les crimes sont plus souvent reportés et que on essaie de travailler sur la transformation et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé justement en ce qui concerne avec les, les processus utilisés par les peuples autochtones qui nous aident à comprendre combien justement la justice peut être transformative. Alors, lorsque on est en train justement de parler de cela, lorsqu'on parle par exemple du code criminel, lorsque pour la couronne, lorsque l'on regarde justement dans le code criminel, nous savons qu'il y a plusieurs survivantes qui nous ont justement fait part de avoir du mal à comprendre comment est-ce que cette transformation pourrait se faire et qu'elle serait plus juste, que ce soit justement par rapport à, que ce soit au niveau du soutien qu'elle recevait ou de la transformation de celle-ci. Parce que cela, justement, pourrait aider à pouvoir comprendre cela. Alors, en ce qui concerne justement les questions nous nous sommes posées par rapport et qui ont guidé cette recherche et ce rapport, c'était aussi de voir comment est-ce que cette présentation pouvait se faire et comment est-ce que la couronne pouvait justement, lorsque l'on parle des charges suite à des offenses sur base du sexe, comment est-ce que ceci pourrait se faire? Et comment est-ce que justement, nous pourrions aussi voir comment une justice transformative pourrait soutenir une meilleure gestion de ces cas. Nous avons fait justement un sondage que nous avons distribué au sein de 155 personnes. Nous avons aussi travaillé avec des praticiens qui travaillent sur la violence basée sur le genre et qui, justement, que ce soit des infirmières qui ont travaillé avec des victimes et des survivantes de crimes sexuels ou alors d'autres organisations. Nous avons aussi fait plusieurs groupes de discussion qui nous ont permis de pouvoir avoir une compréhension, par exemple, dans les foyers d'accueil pour les femmes. Et l'autre chose que nous voulions faire, c'était de nous assurer aussi de pouvoir justement partager les résultats que nous avions trouvés au sein des communautés avec lesquelles nous avions travaillé. Nous avons eu bien sûr quelques difficultés puisque en Ontario, malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre aussi les populations et les communautés qui étaient dans le nord de l'Ontario. Et malgré le soutien qui nous avait été apporté au début, malheureusement, nous voulons justement, nous voulons remercier le docteur Evans qui elle aussi nous a soutenus dans son. Alors, merci beaucoup, Mandy. Alors, ce sont justement les choses de recommandations sur lesquelles nous sommes arrivés. Alors, au cours de des conversations que nous avons eues avec justement les communautés avec lesquelles nous avons travaillé, il y a eu plusieurs recommandations qui en sont ressorties.
Et c'est au travers, justement, lorsque nous avions la chance de pouvoir avoir, par exemple, plus de 60 participants, nous avions justement une possibilité de pouvoir recueillir plusieurs recommandations et de pouvoir voir comment est-ce que celles-ci étaient peut-être communes à d'autres communautés. Alors, ce que nous avons pu comprendre, c'est que au travers de ces différents sondages que nous avons pu faire, et bien sûr aussi pour les personnes qui travaillent dans les milieux qui, où elles gèrent les violences basées sur le genre. Il y a eu justement, et quand on, justement, on parle et qu'on voit l'aspect important et émotionnel qui peut venir, c'est que les recommandations sont les suivantes. Donc, la première, c'est bien sûr, est-ce que nous recommandons, c'est que il y ait un amendement justement au code criminel et nous voulons justement que lorsque cet amendement sera fait, qu'il soit bien sûr d'abord qu'ils prennent en considération les histoires des survivants et que ce soit une initiative qui soit dirigée par ces dernières et ces derniers. Et justement, nous voulons aussi que nous puissions offrir au public une certaine éducation par rapport au code criminel en ce qui concerne les violences basées sur le sexe. Et puis, nous pensons que justement, au travers de l'initiative et de l'aspect où on donne la voix aux victimes, ceci nous permettra de pouvoir avoir une meilleure compréhension. Et c'était justement l'une des premières choses que nous voulions mettre en place. Ensuite, comme je le mentionnais, donc, nous voulons offrir aussi une possibilité au public de pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce que justement le code criminel prévoit. Et pour beaucoup, ce que nous avons constaté, c'est que malheureusement, il y avait très, très peu de personnes qui étaient éduquées par rapport à ces aspects-là. Et souvent, pour ceux qui sont justement au courant ou qui ont une meilleure compréhension de ce que le code criminel prévoit, c'est souvent des personnes qui sont justement soit impliquées dans le système ou alors qui ont dû le vivre. Ensuite, nous avons aussi prévu de pouvoir avoir l'autre, c'est de justement de pouvoir permettre d'avoir aux communautés une plus grande implication dans la possibilité justement et dans les différentes consultations qui sont faites lorsqu'il y a des amendements au niveau du code pénal et du système juridique. Ensuite, nous avons aussi proposé qu'il y ait aussi plus d'implication ou alors un peu plus d'implication au niveau des fonds et qu'il y ait des fonds qui soient dédiés particulièrement à ces projets, au moins sur des projets pilotes de 3 ans. Ensuite, nous avons aussi proposé de pouvoir justement avoir des consultations avec les communautés autochtones et de pouvoir justement apprendre de leur système légal. Alors, je ne veux pas prendre plus de temps que cela, mais merci beaucoup de vous être joints à nous. Merci beaucoup, Dr. Greg. Alors maintenant, je voudrais présenter Kate Roger. Ce sera elle notre modératrice de la discussion. Avant de se joindre justement à nous, Kate a consacré la majeure partie de sa carrière à accompagner des femmes victimes de violences. Elle a essentiellement travaillé avec des contrevenantes, des femmes vivant en itinérance, les hommes ayant été victimes d'agressions sexuelles et ainsi de suite. Depuis plus de 20 ans, elle œuvre pour lutter contre les conséquences des violences sexistes en combinant un travail féministe contre les violences et la justice restaurative,
mais aussi en, en ayant un grand intérêt dans deux domaines d'intervention. Alors, je veux lui passer la parole. Merci, Kate. Oui, merci. C'est un plaisir justement de pouvoir présenter. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec Audrey. Elle a grandi justement entre l'Allemagne et en tant fille de soldat. Elle a travaillé beaucoup, justement, en tant que jeune adulte. Elle a étudié, travaillé et s'est engagée dans des mouvements sociaux anti-autoritariens, luttant contre justement le racisme. Audrey est parajutiste agréée et travaille auprès de survivantes de violences au sein des services juridiques autochtones. Elle est cinéaste et conteuse. Elle est également cofondatrice de Non plus de silence, un organisme qui travaille avec d'autres femmes autochtones. Récemment, le groupe a justement commencé un, un centre de bien-être accessible offrant des cérémonies et des soins thérapeutiques à la Première Nation, des Nations et de la grande, de la grande. Laura Morrison est elle-même une survivante, militante et chercheuse dont le travail vise à bâtir des alternatives au système de justice pénale. Elle axe son travail sur les survivantes et mène elle travaille à mener une justice transformatrice. Laura, le travail de Laura se concentre énormément sur comment est-ce que nous pouvons transformer le système juridique aujourd'hui pour lui permettre de pouvoir améliorer. Alors, nous allons aussi accueillir Robin Parker, qui est aussi dans le panel. Elle pratique le droit pénal, des droits sur la personne et enquête sur les questions relatives aux droits de la personne pour les institutions en particulier en matière de violence sexuelle. Elle travaille aussi au Nunavut en Ontario et les territoires du Nord-Ouest. Elle témoigne devant le Comité permanent de la justice sur les questions relatives aux victimes. En 2024, elle a reçu le prix d'excellence des services aux victimes décerné par le procureur général de l'Ontario. En 2008, Robin a reçu une mention d'excellence à l'Université d'Oxford pour sa maîtrise en droit international des droits de la personne. Elle est enquêtrice certifiée en milieu de travail à l'Université de Toronto et forme une approche tenant compte des traumatismes par l'Institut national pour l'application clinique de la médecine comportementale. Elle poursuit un certificat en gestion des conflits et médiation au Collège Conrad Greiber et elle travaille avec le Centre consultatif sur la justice réparatrice. Enfin, je voudrais aussi accueillir Rikash Walters, qui est une avocate canadienne et candidate au doctorat à la faculté de droit de Berkeley. Elle est également boursière de recherche à Stuart Desley à la faculté de droit de l'université Queen's et chercheuse associée à l'Institut pour mettre fin à l'incarcération massive de la faculté de droit de Harvard. Ses travaux portent sur le pouvoir consultatif de la race dans les institutions de justice pénale. Elle a obtenu sa maîtrise en droit à l'Université Columbia avec l'instruction. Elle a aussi obtenu son doctorat en droit avec distinction à l'Université d'Ottawa. Elle est auxiliaire juridique auprès de la juge Sheila Martin à la Cour suprême du Canada. Ricochet est aussi membre du barreau de l'Ontario et avant ses études supérieures, elle a pratiqué comme avocate de la défense dans un cabinet d'avocats de premier plan à Toronto, en Ontario. Elle a plaidé devant toutes les instances judiciaires, y compris la Cour suprême du Canada. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un panel qui nous ouvre des portes et je vais pouvoir commencer avec les premières questions. Et j'aimerais pouvoir permettre à chacune des panélistes de pouvoir y répondre une à une. Alors, notre première question est, la politique actuelle de la couronne prive de fait les survivants de la possibilité d'opter pour la justice réparatrice en cas de préjudice sexuel. Selon vous, en tant que survivant, chercheur et défenseur des droits, quelles sont les conséquences de cette restriction? À quoi ressemblerait ce cadre de justice? Et je vais laisser Flora et merci beaucoup et je suis très heureuse d'être ici.
Les conséquences de ceci et de ces restrictions sont d'ordre profond et malheureusement ont un impact négatif. Tout pour commencer, cela ne permet pas de permettre aux survivants d'avoir une quelconque décision. Ensuite, pour beaucoup, elles ont l'air d'avoir justement avoir perdu un sens de justice. Et lorsque une survivante est souvent, on pose la question à une survivante et qu'on lui demande quelle serait son opinion, le message qui est reçu du système juridique, c'est malheureusement, vous n'aurez pas le droit de décider ce qui se passera. Et ce qui est très paternaliste. Et malheureusement, beaucoup de ces restrictions existent énormément aussi. Et ceci ne nous permet pas de voir une perspective de changement dans le système juridique qui existe aujourd'hui. Et c'est malheureusement le cas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas portés à la police, où il n'y a pas, ce qui fait que les survivantes vivent avec les stigmas, puisqu'elles n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir avoir une justice. Alors, au-delà de cela, c'est que nous constatons aussi que seulement 22% de ces cas sont signalés et seuls 5% des cas signalés se soldent par une peine d'emprisonnement. Et malheureusement, ce que cela démontre, c'est que le système va être, ce sont souvent des cas qui impliquent des armes et des blessures physiques visibles et qui, pour beaucoup, vont être susceptibles de pouvoir être portés devant les tribunaux. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent justement où nous avons eu énormément nous savons aujourd'hui que énormément de cas qui existent sont commis par des partenaires, des personnes que l'on connaît. Et donc, c'est exactement ce genre de choses qui font qu'aujourd'hui, le système juridique nous donne l'impression que ce sont pas des choses qui permettront de pouvoir permettre aux victimes de pouvoir guérir de leurs blessures. Et ces types d'agressions qui sont courants ne nous permettent pas de pouvoir justement exiger une certaine réparation. Je vais vous parler de ma propre histoire. Donc, quand j'avais 19 ans, j'ai porté plainte. Mon cas est représentatif de la majorité des cas que l'on rencontre justement partout dans le pays. Il y avait deux versions contradictoires et aucun témoin. Le dépôt de plainte a été traumatisant, mais j'avais l'impression aussi que je ne pouvais pas parler aux personnes à qui je m'adressais. Le détective m'a clairement conseillé de ne pas participer à l'enquête pour mon propre bien. Et pendant un temps, j'ai cru qu'il ne voulait pas s'occuper de moi, mais récemment, je me suis souvent demandé si ce n'était pas un acte de compassion, parce que je ne le savais pas de ce qui m'attendait. Quoi qu'il en soit, je n'avais aucune issue. C'était une impasse. Aucun système social ne pouvait m'aider et l'indifférence de la société et des personnes qui m'entouraient me semblait être elle-même une agression. Et le système pénal me semble causer plus de trauma ou autant de trauma que l'acte est lui-même. Et ce que dont nous devons nous souvenir en tant que survivantes, c'est qu'il ne s'agit pas de nous, ni même de ce que nous est arrivé, et c'est certainement pas de justice pour nous. Les survivantes qui entrent justement dans le système pénal ne sont pas considérées comme des parties prenantes à part entière. C'est souvent la couronne et non le survivant qui est considéré comme la partie principale dans l'affaire. Et malheureusement pour les survivantes, ce n'est souvent pas et même pour la couronne, l'obligation n'est pas automatiquement envers les personnes et les survivantes, mais plus pour la justice et le système pénal.
Alors, il me semble que justement, nous devrions mettre en place un système qui soit plus équitable et qui fait plus confiance aux survivantes pour décider sur quelle forme de justice serait significative pour eux. Et que cela, justement, nous permette de pouvoir avoir une idée et qui nous permettrait de pouvoir avoir une reconnaissance aussi par rapport à ce que nous vivons. Et dire aux survivantes que le travail qui est fait par le système juridique n'est pas une réponse. Oui, je vais juste répondre à ce que Laura disait et je veux d'abord commencer par vous dire combien je suis heureuse d'être ici. Et puis je vais peut-être justement parler de ce que les raisons pour lesquelles il était important pour moi de pouvoir. J'étais sur un escalator avec une- beaucoup d'officiers de police et je ne sais pas pourquoi, mais je parlais aux officiers de police sur comment est-ce que justement les différents rapports étaient portés. Et l'officier de police a été en colère contre moi. Et je me souviens que je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi? Et je me souviens justement, je pensais justement à ce que tu disais par rapport au détective qui t'a parlé, où l'une des choses que l'on sait, c'est que justement, c'est la réponse et puis l'interaction avec le policier qui peut parfois être la chose la plus traumatisante pour la survivante. Le fait de ne pas être cru ou tout simplement d'avoir l'impression qu'on n'est pas correctement à son écoute. Mais pour justement les cas connus, ceci justement a tendance à donner l'impression que ce qui nous est arrivé n'est pas important. Et je trouve cela très, très triste. Et je pense que pour revenir à ce que je voulais vous partager aujourd'hui, hmm, je pense que justement l'une des parties du problème réside dans le fait que la politique de l'Ontario et puis d'autres programmes de justice réparatrice représentent énormément d'obstacles similaires par rapport à cela. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez pu apprendre un peu plus. Je pense que justement, on a besoin d'avoir une meilleure compréhension de ce que cette expérience ou cette justice réparatrice aurait l'air. Parce que le système actuel a tendance justement à euh, démontrer et créer plus de traumatisme. L'autre chose, c'est que je vois qu'il y a l'accompagnement des clients dans ce processus de justice réparatrice, il serait plus important. Je pense qu'aussi les membres du conseil, du cercle consultatif du programme de justice collaborative pourraient. Et puis, souvent, ce que l'on voit, c'est que ce sont des choses qui arrivent dans des cas où ce sont des adultes qui sont impliqués. Et que ce soit en Ontario ou ailleurs, oui. Donc, il faut se souvenir de cela. La personne, justement, porte qui porte l'acte criminel ou qui pose l'acte criminel va justement être la personne qui souvent donc il y aura l'attention. Alors, ça va nous demander aussi de pouvoir amener des preuves et ceci, justement, ne donne pas la possibilité pour les survivants et les survivantes de pouvoir être entendus et d'avoir le soutien adéquat. Et souvent, on a l'impression que c'est au travers du système juridique qu'on va trouver des solutions. Et je pense que l'une des choses que nous devons, les plus grands prédicteurs, c'est que nous nous rendons compte que le système juridique pose plus de problèmes que de solutions. Et je pense aussi que l'une des choses que nous devons prendre en considération
Et puis, il faut prendre en considération justement les circonstances du moment où l'acte a été posé. Parce que malheureusement, souvent dans le système juridique de nos jours, dans le système pénal de nos jours, la victime est souvent omise de ce processus. Et avoir une compréhension et une vision du contexte et d'avoir un contexte social, une compréhension du contexte social, cela va permettre justement de pouvoir aider et d'avoir une meilleure compréhension de la situation de la victime, ce qui justement lui permet de pouvoir une évaluation et puis de pouvoir comprendre et de pouvoir replacer dans son contexte social un contexte qui parfois est marqué par une épidémie de violence sexiste et de pouvoir leur permettre justement d'avoir. Et nous allons pouvoir faire une comparaison et avoir justement une justice où les ressources seront plus utiles. En 2022, Jacob Hogar a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur Jessica Baker et a été condamné à 5 ans de prison. Certains peuvent dire que cela était une, une condamnation. Alors, Radio-Canada, ils l'ont appelé l'idole. Jessica a décrit son contre-interrogatoire comme la pire chose qui lui soit jamais arrivée et que l'agression elle-même n'était pas aussi traumatisante. Elle a, comme, alors si vous le savez justement, c'était malheureusement une des agressions les plus difficiles et qu'elle n'arrive pas à s'en remettre. Et si justement on considère cette condamnation comme une réussite, alors nous devons respecter les demandes des victimes qui veulent trouver des solutions alternatives pour pouvoir avoir leur voix entendue aussi dans le processus. Merci. Merci beaucoup à toi et Laura et d'avoir justement pu articuler ce que vous avez fait et puis d'avoir mis en place et de nous avoir montré le processus justement existe. Et vous l'avez vraiment bien décrit que c'est permet de comprendre que les assumptions ou les assumptions, les préjugés que nous pouvons avoir. Merci à vous deux. Alors, la prochaine question. Alors, bien que le concept de justice réparatrice transformatrice soit nouveau pour plusieurs, les communautés marginalisées et surcriminalisées, comme des communautés noires ou autochtones, continuent à militer et faciliter depuis longtemps des processus de justice réparatrice et formatrice. Quel type de garantie et de force systémique devons-nous prendre en compte pour que le processus de justice réparatrice ou transformatrice puisse atteindre leur plein potentiel? Et je vais laisser Rikash et Audrey y répondre. Oui, merci beaucoup. Je ne savais pas qui allait passer en premier, mais merci de m'avoir invité aujourd'hui. Et j'ai été beaucoup touchée par ce que les mots de Laura, la différence est quelque chose qui est très, très traumatisant. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous considérons que justement, nous ne pouvons pas continuer à rester silencieuses et qu'il est important que nous continuions à porter un intérêt. Et surtout que nous ne devons pas laisser la société rester indifférente. Alors, en tant que femmes, justement, il nous semble qu'il est important que nous puissions continuer. Et en tant que personnes qui travaillons justement sur l'abolition aussi, il est important, et tout particulièrement pour les gens de notre communauté, que souvent le système a une équation de punition. Et c'était là-dessus que justement nous voulions discuter. Et quand on parle de décolonisation,
tout particulièrement lorsqu'on parle des femmes autochtones qui disparaissent ou sont victimes de meurtres. Pour la famille, par exemple, de Joyce Green, où le meurtrier va malheureusement être relâché, basé sur le temps qu'il a déjà servi. Parfois, nos communautés ont l'impression que leurs filles, leurs femmes et leurs enfants ne sont, n'ont pas eu le même poids et que malheureusement, ceci laisse les communautés vulnérables. Et je pense que c'est justement l'un des éléments centraux de la conversation. Et c'est ce qui arrive beaucoup dans le système juridique. Là, lorsque le système légal prend le pas et prend le dessus, c'est que la communauté autochtone sont délaissées et ne sont pas prises en considération. Et alors que justement, dans les communautés autochtones, l'aspect justice ou le thème et le processus justice est pris de façon holistique et beaucoup plus centré sur la communauté. Oui, j'étais justement, il y a plus de 25 ans, j'étais justement dans le cadre de notre projet Fraser River pour la justice. Nous avons mené des groupes de discussion dans 9 communautés et rédigé un rapport. Et à l'époque, la justice réparatrice, telle qu'elle était pratiquée, ne garantissait pas la sécurité des survivantes et ceci nous a vraiment beaucoup inquiétés. Nous n'avons pas toujours été des promoteurs justement de cela parce que nous avions peur que les survivantes pourraient être malheureusement mises en danger. Et à l'époque, ceci était vraiment un processus qui était vu et reconnu comme un processus autochtone. Et malheureusement, il y avait énormément aussi de réplication ou s- sur les violences basées sur le genre. Oui, alors ce que nous voulions justement, c'était de soutenir ces communautés et de diminuer cette masse de- d'individus qui se retrouvaient dans le système pénal. Et nous pensons qu'il est important justement que la justice réparatrice et la justice transitionnelle puissent impliquer et donner la voix aux victimes. Oui, je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui et de faire partie de ce panel. Oui, je sais que pour beaucoup d'entre elles, elles ont énormément d'expertise et j'ai aussi la chance de pouvoir donc d'être parmi des personnes avec qui je peux partager mes expériences. Je pense qu'il est important que nous reconnaissions que les communautés noires, autochtones et autres communautés racialisées peuvent avoir des besoins qui sont différents lorsque l'on parle de justice et que en l'absence de programmes gouvernementaux adéquats qui peuvent répondre à ces besoins, beaucoup de communautés ont depuis commencé à développer leurs propres approches de résolution des conflits. Et puis, je sais que je dis souvent que j'ai un problème à régler avec le système parce que par exemple, lorsqu'on le regarde dans l'arrêt R.C. Maurice de 2021, la Cour pénale de l'Ontario a déclaré que, contrairement à plusieurs communautés autochtones, rien ne permet de conclure que les contrevenants noirs ou les communautés noires partagent une conception fondamentale différente de la justice ou de ce qui constitue une peine, juste pour une situation donnée. Je suis d'accord avec la Cour selon laquelle les mécanismes de justice alternatives au sein des communautés noires sont définitivement différents de ce que les communautés autochtones, par exemple, connaissent. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'idée que les communautés noires
se contentent de juste reproduire les approches juridiques qui sont déjà dominantes dans le pays ou dans le système criminel. Cette hypothèse voudrait dire que on ne prend pas en considération les pratiques de justice alternatives qui sont ancrées dans les cultures et qui sont présentes depuis plusieurs années et décennies au sein de ces communautés. Alors, cela veut dire justement que lorsque l'on parle des structures juridiques européennes, elles ne vont pas être les mêmes que celles que, par exemple, nombreuses sociétés africaines vont pratiquer. Alors, on peut aussi, par exemple, parler des communautés zoulous. Alors, lorsque l'on parle d'Ubuntu, qui signifie l'identité d'une personne, ceci se définit par justement ces relations qui sont créées au sein de ces communautés. Et lorsque l'on parle justement des différentes alternatives de justice qui sont pratiquées dans les pays autochtones africains, les pratiques de justice, justement, sont essentiellement basées sur la communauté et tout particulièrement sur le continent africain et vont justement ne pas être semblables à celles que l'on connaît dans les pays occidentaux. Alors, justement on parle à ces communautés dans ces pays, lorsque l'on parle par exemple à l'Association canadienne des avocats noirs, on sait que lorsque lorsque l'on parle de ces communautés et puis des experts qui existent, nous devons aussi constater que certaines personnes noires ont. Moi, j'ai grandi par exemple dans une petite ville en Alberta où nous avions justement aussi un rapport différent avec la police. Nous avions par exemple l'habitude de pouvoir faire appel de nos aînés plutôt que de faire appel au système judiciaire. Alors, pour beaucoup de ces communautés, ils ont souvent cultivé justement différentes façons de pouvoir avoir accès à cela. Et que ces communautés sont capables de pouvoir justement. Ces valeurs ne sont pas obligatoirement les mêmes que vous allez pouvoir avoir dans les sociétés occidentales. Alors, lorsque justement on regarde ou on considère que les communautés noires n'ont pas les mêmes processus juridiques et que l'on ne prend pas en considération ces aspects, alors malheureusement, on ne valide pas aussi l'aspect culturel. Alors, justement, l'une des choses qui a été faite, c'est de pouvoir avoir une recommandation, où on allait augmenter la- l'aspect culturel et des compétences et puis voir comment est-ce que nous pourrions aller justement chercher à unifier ces deux systèmes et trouver un commun accord. Par exemple, lorsque on regarde pour l'article 715.48 du Code criminel. Alors, toutefois, nous devons aussi considérer qu'il y a des obligations et que ces obligations ne suffisent pas. Il est également essentiel de veiller à ce que les programmes de justice réparatrice qui seront offerts aux accusés noirs et racialisés soient ancrés dans leur culture, gérés par une communauté dotée de ressources adéquates. Pour que la justice réparatrice puisse atteindre son plein potentiel, les garanties doivent inclure des voies d'orientation équitable, bien sûr des fonds durables, une compétence culturelle et puis la protection contre la cooptation par l'État et avoir, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, alors je suis en train de me demander où ailleurs, justement, ces formes de justice peuvent avoir lieu et justement nous aider à pouvoir peut-être justement lentement changer aussi l'aspect colonial que le système juridique a aujourd'hui et comment justement nous pouvons diminuer les traumatismes qui sont créés par ces derniers et puis peut-être aller chercher du soutien pour ces pratiques au niveau international.
Alors, dernière question. Quel est le message principal que vous voulez que les participants retiennent de la table ronde d'aujourd'hui? Alors, je vais commencer avec Cash. Cash. Oui, désolée, j'avais oublié que j'étais en sourdine. Oui, je pense que justement, il est important de rappeler aux gens que nous avons justement un système juridique qui est contingent et qui peut être très restrictif. Alors, il me semble que le système de droit criminel a été façonné par les normes culturelles et les priorités institutionnelles. Alors, pour chacun d'entre nous, je pense que l'apprentissage, l'évolution, l'adaptation et le plaidoyer peut justement contribuer à encourager le développement des processus juridiques qui seront, euh, qui pourront être mieux appliqués à l'avenir. Alors, Audrey, la même question pour vous. Oui, pour moi, justement, le système ne va pas assez loin. Tout particulièrement lorsque l'on parle des violences basées sur le genre. Je pense que malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai été beaucoup influencée par Angela Davis, qui justement avait parlé de travail qu'elle faisait et qu'il est important que justement nous prenions en considération et que lorsque l'on pratique la justice ou que le processus de justice est appliqué, nous devons nous mettre dans les chaussures de la personne qui a vécu ces événements. Mais je pense que nous avons les espaces pour pouvoir justement aussi avoir la capacité d'avoir une conversation avec ceux qui ont posé ces actes. Donc, je pense que nous avons besoin de nous transformer en tant que société et de changer le système légal et criminel que nous utilisons aujourd'hui. Oui, et félicitations pour votre ouverture de votre centre. Alors, Robin, à vous. Oui, je vais justement conscient sur ce que Robin et Audrey viennent de dire. Je pense que lorsque l'on parle justement de système juridique, et lorsque l'on parle des politiques et des codes criminels de l'Ontario, je pense que c'est justement un écosystème qui doit être pris en considération aussi. Justement, je vais essayer peut-être de commencer sur un aspect plus large. Je pense que c'est justement au travers de notre DNA, système génétique, et puis justement l'acceptation ou la mise en place des choses, des processus qui ont été établis, institutionnalisés, et puis justement de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir parler avec les personnes qui travaillent dans les tribunaux. Et je pense que il est important que on garde espoir. Je voudrais que les participants gardent espoir et comprennent que le plus important, c'est de pouvoir justement avoir un système. Et je sais que justement, beaucoup, pour moi, il y a certaines choses qui commencent dans un idéal, mais c'est que l'idéal nous permet de pouvoir justement avoir des changements qui vont être nous aider et qui vont nous permettre de pouvoir répondre à nos expériences, mais aussi nous aider à guérir des traumatismes. Alors, je pense que justement, si nous façonnons tous les jours ce que nous vivons et comment est-ce que le système juridique fonctionne, je pense que que ce soit pour un juge ou pour un avocat, je pense que c'est très important de pouvoir avoir une compréhension pour non seulement pour la personne qui a posé le geste, mais aussi pour ceux qui l'ont vécu. Oui, à chaque fois que nous sommes au tribunal, on nous présente souvent les preuves. Mais ces preuves, je pense que c'est important de pouvoir le prendre en considération, que il y a aussi un aspect humain à prendre en considération et que c'est aussi, il y a un aspect spirituel aussi à prendre en considération. Mais si nous voulons justement
voir ce changement se produire, il faut que nous puissions le partager avec les autres. Et comment je sais que c'est possible? Pour ceux qui sont parmi nous dans ce groupe, c'est que nous avons justement beaucoup travaillé sur comment transformer le système juridique. Nous en avons parlé, nous nous sommes rencontrés. Et juste la semaine dernière, en Ontario, on a annoncé que il allait y avoir une étude qui allait justement travailler sur ces aspects-là. Donc, continuons à travailler ensemble et puis être généreux envers les uns et les autres. Et comme l'a dit Audrey, mm, comme Angela dit, c'est important de garder son optimisme vivant. J'avais jamais dit ça dans une conférence, mais merci beaucoup, Robin. Robin, Laura, à votre tour. Il y a un mythe que beaucoup de personnes ont, c'est que nous n'avons pas la compréhension du système qui doit être changé. Lorsque justement j'ai commencé à travailler sur ces sujets, il y avait énormément de choses sur lesquelles j'étais convaincue que c'était tellement mauvais et que je n'arriverais pas à les changer. Et c'était l'une des choses qui me faisait le plus peur. Et lorsque justement j'ai obtenu ma bourse, cela m'a permis de pouvoir travailler sur le projet sur lequel je travaillais et de pouvoir voir comment est-ce que les données qui allaient être acquis pourraient m'aider. Et ce qu'il y a, c'est que nous faisons toutes ces études, nous, malheureusement, nous ne les lisons pas ou alors ne les interrogeons pas de façon à ce que nous puissions. Et malheureusement, ceci conduit à ce que nous continuons à perpétrer les mêmes erreurs. Nous devons absolument nous adapter. Notre justice aujourd'hui est basée sur des valeurs qui ne sont plus pour beaucoup vivantes. Donc, et il est important que nous comprenions qu'il y a d'autres groupes et d'autres individus qui doivent être. Il est donc important que nous puissions écouter les personnes qui travaillent dessus, mais aussi ceux qui l'ont vécu. Merci beaucoup à vous tous. Nous vous apprécions beaucoup et tout ce que vous avez partagé. Et merci beaucoup pour cette audience, que ce soit pour vous et vous-même. Alors, je vais passer cela à ma collègue qui va justement pouvoir nous aider à faire la gestion et la modération des questions venant du public. Merci beaucoup. C'était justement une belle discussion et d'avoir partagé vos perspectives. Alors, nous avons eu quelques questions et nous allons demander justement. Nous espérons que nous aurons le temps de pouvoir passer au travers de quelques-unes. Alors, nous avons eu quelques questions. Nous avons quelques questions. Et pour les vivants, les survivants, et pour les groupes racialisés, en incluant justement les personnes de race noire, et comment est-ce que nous pouvons les aider à les aider à survivre à cela. Est-ce que tu veux que je prenne la question? Oui, oui, il y a bien sûr plusieurs ressources qui existent que je vais demander à Roselle de pouvoir partager.
justement pour pouvoir permettre aux gens qui souhaiteraient s'engager ou approcher ces communautés. L'une des choses qui est restée avec moi, c'est la pratique d'être intentionnel lorsque vous travaillez avec ces communautés et de reconnaître les différentes erreurs qui auraient pu être commises, construire justement ces relations avec ces communautés. C'est, c'est plus une stratégie en termes de transformation. Et l'idée, c'est justement d'être plus précis lorsque on parle de communauté et d'être plus attentionné à ce que nous apportons ou ce que nous allons apprendre dans ces communautés, puisque justement, nous réalisons beaucoup que si ce n'est pas le cas, nous allons malheureusement porter, nous faire plus de mal et apporter plus de traumatisme qu'autre chose. Alors, peut-être que ce que nous pouvons faire, c'est justement de pouvoir trouver comment est-ce que le processus est, le processus juridique est, est en train de fonctionner et comment est-ce que et quelles sont les solutions qui pourraient être apportées pour pouvoir aider à transformer celui-ci. Et puis, trouver un processus qui va nous permettre de pouvoir avoir une meilleure compréhension de, des communautés. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à rajouter? Alors, une autre question. Alors, justement, peut-être que ces questions sont plus peut-être pour Audrey, mais pour justement, la question était, c'est justement comment est-ce que ces études qui sont faites. Oui, alors la méthodologie qui est utilisée, oui, alors très heureuse de parler justement des méthodologies que nous avons utilisées. C'était ce dont je parlais, c'était vraiment, ça rentrait dans, prenait en compte toutes les communautés avec lesquelles nous avons travaillé. Ce que nous regardons aussi, c'est justement de voir comment est-ce que ces projets peuvent avoir aussi comme impact. Nous avions eu justement quelques membres des communautés autochtones et pour les personnes et les organisations avec lesquelles qui travaillaient avec les Premières Nations et les communautés autochtones, euh, que ce soit aussi pour les participants qui s'identifiaient au sein de ces communautés. Ce que nous voulions, c'était de nous assurer que notre engagement et notre approche étaient correctement faites et que nous assurions que leurs recommandations étaient prises en compte. Je ne pense pas que ce soit à nous de pouvoir aller les mettre en place dans ces communautés, mais ce que nous voulions, c'était nous assurer que leur voix était entendue et justement de pouvoir leur donner l'espace pour qu'ils puissent décider ce que ça voulait dire justice pour eux. Et ce que nous refusions de faire, c'était justement de ne pas, de ne pas donner l'impression à ces communautés qu'ils avaient une fois de plus été mis à part. Alors, pour la deuxième partie de cette question, c'était en termes de défis et puis les ressources, les contraintes des ressources disponibles. Oui, alors c'est malheureusement beaucoup de fois des choses que nous avons entendues, puisqu'il y a énormément de membres des communautés marginalisées qui nous parlaient justement du manque de ressources et comment est-ce que nous pouvions éventuellement
voir comment est-ce que nous allions pouvoir trouver des solutions à ceci. Alors ça, c'était justement une des choses que nous pouvons dire que c'était un des défis les plus tangibles que nous pouvions voir ou que nous avons rencontrés. Et c'était justement, notre travail était de pouvoir mettre ces communautés en contact avec les ressources. Je voulais juste partager juste un autre aspect. Nous avons fait justement un groupe de discussion et nous avons expliqué le pourquoi de notre intérêt. Et cette personne nous sont venus, nous ont dit, ah ben justement, nous avons travaillé sur un processus dans leur pays d'origine et qui avait justement été guidé par des personnes âgées de leur communauté et les ont aidés à pouvoir justement et qui leur permettait de pouvoir trouver un point commun et une transition dans un processus qui ne forçait pas les individus à faire des reports vers la police, mais plutôt de trouver des solutions dans les communautés. Donc oui, en termes de ressources, il y a énormément de pression en ce sens-là, mais aussi de la part des communautés. Mhm. Oui, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais je voulais m'assurer que vous aviez aussi ces informations. Nous avons justement aussi beaucoup travaillé là-dessus et ça sera justement publié. Et pour si parmi vous, il y en a qui seraient intéressés à le lire, nous pouvons le partager. Et ceci permet de pouvoir justement partager sur les choses qui sont possiblement faisables. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose? Oui, Mandy a répondu très très bien. Je dirais juste que nous avons travaillé et parlé à un grand nombre de personnes. Et puis, en termes de pouvoir justement l'implication et la mise en place de la justice transformative et transformative. Et puis, non seulement, c'est pour ça que pour nous, c'était important que nous recommandions que non seulement les communautés soient impliquées, mais nous voulions aussi nous assurer qu'il y avait aussi une prise en considération des régions et comment est-ce que cette justice serait applicable et à quoi ça ressemblerait. Et puis, nous avons justement, au travers de ces entrevues, réussi à plus ou porter les recommandations que nous avons pu vous présenter aujourd'hui. Alors, pour la question, c'est pour toutes les panélistes. La question, c'est pour vous, qu'est-ce qui serait la restitution pour les personnes qui ont été victimes? Oui, je peux définitivement parler de cela. Il y a plusieurs choses qui pourraient être faites. Si la personne qui a porté l'acte criminel ne veut pas participer, on peut toujours faire appel à d'autres personnes qui seraient plus ouvertes et qui auraient pu commettre le même crime et qui sont prêts à pouvoir partager avec leur communauté ou à aider la communauté à changer. Alors pour les survivants, c'est justement de permettre à celle-ci à celui-ci ou à celle-ci d'avoir une voix qui lui permet de pouvoir exprimer comment est-ce que justement il pourrait avoir une discussion avec la personne et lui poser la question, par exemple, de quelles sont les choses que vous avez mis en place pour vous assurer que le geste que vous avez posé ne se répétera pas. Et je pense que justement, c'est au travers de ces dialogues que l'impact est vraiment visible. Et l'autre chose, c'est que nous parlons souvent aussi aux survivantes. La question que nous leur posons, c'est à quoi ressemblerait la justice?
Oui, alors si malheureusement pour eux, cela veut dire que la personne qui a posé l'acte ne peut pas participer, alors il faudrait que nous trouvions d'autres options. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait avoir quelque chose à rajouter? Oui, je viens justement de mettre la référence du livre d'Alissa qui parle de la justice restaurative. Oui, je viens juste de voir une question qui vient d'entrer. C'est alors, est-ce que Kitty, vous voulez répondre? Oui, j'ai pas bien compris la question. Oui, alors c'est peut-être justement parler de la balance qui existe entre le pouvoir. Oui, dans ces espaces, le pouvoir a une très grande importance parce que justement, malheureusement, il peut soit réveiller le traumatisme, ça peut aussi humilier les survivants et cela n'est pas toujours, va conduire à des choses qui sont traumatiques et ne va pas aider. Je pense que justement, dans la fluidité, pour les personnes, par exemple, qui ont survécu et qui ont perdu. Alors, pour les survivantes, c'est de pouvoir avoir accès justement aux séances de thérapie. Elles ont un système de soutien et puis elles choisissent le dialogue et puis de pouvoir. Le dialogue justement permet d'avoir aussi un, un équilibre en termes de pouvoir. Oui, alors c'est justement de trouver une balance qui permet de pouvoir aux survivants et survivantes d'avoir une voix et puis de pouvoir avoir un espace où dans la salle où elles sont, alors elles ont la possibilité de pouvoir avoir accès à des personnes qui les croient. Et puis aussi de pouvoir avoir une possibilité de pouvoir eux-mêmes s'exprimer sur les différents sujets et puis discuter des différents sujets et mettre en avant quelles sont les choses qui renforcent ou qui ont tendance à augmenter le traumatisme dans les communautés. Oui, je pense que c'est justement ça aide beaucoup parce que souvent on parle beaucoup de ce que et je voulais justement voir comment à quoi ça pourrait ressembler. Alors, la personne est curieuse de savoir comment est-ce qu'on peut défaire justement les normes sociaux avec lesquelles nous fonctionnons aujourd'hui et nous assurer de pouvoir avoir des réponses plus adéquates. Oui, je peux parler de cela très rapidement. Les statistiques, justement, en ce qui concerne les violences sociaux, c'est que c'est souvent l'aspect pratique qui est mis en avant au lieu des relations avec les personnes. Alors, pour ceux qui justement rapportent ces problématiques, et lorsque l'on pense justement, ceci veut dire que si vous connaissez quelqu'un ou plus d'une personne, pour la personne qui a justement posé l'acte, peuvent ne pas avoir être conscients de l'impact qu'ils ont eu sur les autres. Je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il est important de commencer avec cette idée principale. C'est qu'il y a des personnes qui ont connu justement ou qui ont survécu à de telles violences et que malheureusement, ils se retrouvent devant un juge, un avocat ou le défaut où il y a personne qui ne reconnaît ou comprend.
l'espace dans lequel la victime se retrouve. Alors, lorsque l'on commence à comprendre les responsabilités, c'est de comprendre la responsabilité de nous tous. La première fois, quand j'ai commencé justement à travailler sur le sujet, il y avait énormément de cas où justement on me posait la question, comment est-ce que tu peux travailler sur ce genre de cas alors que tu es une féministe? Et puis, par exemple, ça pouvait être un partenaire qui va faire une référence au disant, oh, je suis moi-même innocent. C'est justement là-dessus que nous devons travailler, parce que c'est une erreur qui malheureusement continue à vivre au sein de nous. Tant que nous pouvons garder justement l'humanité de tout un chacun, je pense que ça va pouvoir nous aider. Je ne sais pas si ça aide, mais j'espère, mais je pense que c'est important à mentionner. Oui, alors d'une perspective dans laquelle je suis plus familière, c'est important de pouvoir justement garder en considération que pour les personnes qui sont incarcérées, l'une des choses pour lesquelles je pense que nous pourrions changer ces pratiques, c'est justement essayer de changer et d'intervenir au sein du processus. Et cela, justement, aussi implique que nous parlions et que nous entendions les voix des personnes qui ont posé des actes criminels. Et puis, ne pas avoir toujours cette perspective d'avoir d'un côté les victimes et de l'autre les coupables, mais d'avoir une communication, une conversation avec ces deux aspects. Oui, je pense que c'est très important aussi d'ajouter que ce n'est pas le rôle de la victime d'aller chercher à porter ou à donner la voix à la personne qui a posé un acte. Et pour même si nous sommes toujours en train de travailler à pouvoir trouver des solutions et de trouver des solutions qui passent par le dialogue, mais il est important que justement, pour les personnes qui ont posé des actes criminels, soient aussi capables de prendre la responsabilité et de reconnaître leur responsabilité dans ces actes. Oui, je vais très rapidement ajouter quelque chose, c'est que avec la stigmatisation, tout particulièrement pour les personnes qui ont commis ou qui sont accusées pour qui les charges de violence sexuelle ont été faites, de avoir cette arrestation et puis ces mandats qui sont portés contre eux. Malheureusement, ceci a des conséquences pour les personnes qu'ils ont agressées ou les personnes qui ont été victimes de ces actes. Je pense que c'est important justement de pouvoir donner la voix parce que la voix aux personnes victimisées, puisque cela leur permet de garder leur dignité et d'offrir un espace d'expression, mais aussi de permettre à ceux qui ont commis ces actes ou posé ces actes de pouvoir justement offrir l'opportunité à ceux qui sont prêts à faire ce travail sur eux-mêmes de pouvoir le faire. Moi, je continue d'avoir énormément de surprises pour les personnes qui sont prêtes à aller justement chercher du soutien pour répondre et aller chercher des solutions pour réparer les actes qu'ils ont posés. Euh, pour être très honnête, ce n'est pas tous les survivants qui vont avoir besoin justement d'un processus de... pour moi, c'était important de pouvoir comprendre ce qui s'était passé et de pouvoir le contextualiser. Et ce cheminement m'a permis justement de pouvoir passer au-dessus de mon unique expérience
Et puis justement, en parlant de comment est-ce que nous pouvons interagir avec les personnes qui ont pu poser ces actes, ce qui m'est arrivé n'était pas ce n'était pas le résultat unique d'un acte d'une seule personne. Ça existe malheureusement dans une plus grande espace que cela. Et ça serait très ça serait de mettre les choses dans une petite boîte si on ne le voyait que cela. Nous pouvons le voir au travers des statistiques que les violences sexuelles, c'est malheureusement l'une des violences qui reste traumatisante sur le long terme. Ce n'est malheureusement pas une seule mauvaise pomme qui décide de poser un acte. C'est malheureusement quelque chose qui est vivant dans énormément de nos communautés. Et pour ce qui et malheureusement pour les violences sexuelles, c'est aussi une violence culturelle qui est implantée dans les normes culturelles. Et donc pour moi, en termes justement de pouvoir avoir une compréhension de la responsabilité de la personne qui a commis l'acte et qui a posé cet acte, c'est que on peut toujours dire que c'est les individus qui ont posé ces actes. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, ce n'est malheureusement pas seulement, c'est aussi le système qu'il faut remettre en cause. C'est énormément de différents pièces qui doivent être mises ensemble pour pouvoir mieux comprendre cette problématique. Mais pour pouvoir avancer et aller de l'avant, c'est de voir et de reconnaître combien c'est un problème et que la punition de l'individu d'une part n'est pas la solution. C'est la société au complet qui doit se mettre ensemble et qui doit dire il est important que nous arrêtions cette violence. Oui, parce que malheureusement, c'est l'espace dans lequel ces actes sont posés. Et puis malheureusement, le système institutionnel et juridique a tendance justement à continuer à renforcer ces normes. Donc, tant que nous n'avons pas changé la société et la façon de voir de la société, nous ne pourrons malheureusement pas mettre fin à ces violences. Parce que malheureusement, beaucoup de choses dans notre monde sont directement rattachées à cela. Oui. Et c'est malheureusement parce que nous avons des institutions qui nous disent quand il y a un acte qui est posé comme ceci, la solution et nous devons réagir de cette façon. C'est justement, à mon sens, une façon de choisir l'ignorance plutôt que de trouver des solutions. Mais je pense que nous avons tous besoin de faire partie de cette conversation. Pour la réalité de la violence sexuelle, il me semble que c'est très important de ne pas continuer à accepter la normalisation de ces actes et de travailler ensemble là-dessus. Malheureusement, nous sommes en train de finir. Alors, je voulais juste passer encore sur une dernière question. Alors, si tout va bien, il y aura justement la possibilité d'avoir une possibilité d'intégrer des pratiques dans le processus judiciaire. Est-ce que Audrey, vous voudriez répondre? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui voulait y toucher ou en parler?
Oui, malheureusement, je ne suis pas familière avec ce cas, donc je vais préférer ne pas. Oui, oui, c'était justement un cas où dans les deux parties qui étaient impliquées dans le dossier étaient d'une communauté autochtone. Et puis, justement, le juge n'avait pas été d'accord avec la sentence qui avait été donnée parce qu'il pensait que malheureusement, ça pouvait avoir une atteinte par rapport à la sécurité de ce. Et ceci, justement, vient rejoindre le, l'aspect de la reconnaissance de la responsabilité et de la reconnaissance de l'acte posé. Alors, je sais que nous sommes à exactement 18 heures. Alors, je voulais prendre le temps de remercier nos panélistes et pour votre partage, votre expertise et votre passion. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui ont continué et qui sont restés avec nous et pour ceux qui nous ont laissé des commentaires. Et ce que je vais garder d'aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de réparer les torts qui ont été faits. Nous avons besoin de sortir de l'indifférence et de demander à la société, de mettre en face, de nous assurer que la société est justement en train de travailler sur la prévention des traumatismes potentiels du futur. Et comment est-ce que les principes de justice transformatifs peuvent être. L'autre chose que nous pouvons faire, c'est que vous pouvez aussi vous référer à au sondage. Si vous pouviez juste prendre le temps de répondre au sondage et nous espérons que vous allez pouvoir continuer à soutenir le travail qui est fait et nous allons partager aussi les liens pour nos organisations. Et merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée.